La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour vous informer, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Tosungana Télévision qui vous offre encore une fois de plus un autre nouveau numéro de votre émission Enjeu de l'heure. Et dans ces numéros, nous allons comme d'habitude décrypter l'actualité politique, mais dans sa profondeur, dans sa complexité, mais surtout avec précision et concision. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet qui est très important pour les 6 mois qui nous restent, c'est les élections. Et comme vous pouvez déjà les constater à travers les réactions, l'opposition semble, aux avis de beaucoup de personnes, très divisée. On a le bloc patriotique avec les 4 candidats présents à la République, Fayulu, Matata, Sesanga, et Moïse Katumbi, qui pour eux, le processus électoral est chaotique. Il faut revenir en arrière, revoir la CENI, revoir la Cour constitutionnelle, revoir la loi électorale et revoir même la loi sur la répartition des sièges. Et du côté du FCC, et PPRD et tous ses alliés, il y avait un silence, même si plus récemment ils ont refusé de participer à la loi sur la répartition des sièges. Mais ce week-end, nous avons été surpris de voir le mystérieux silencieux réunir sa bande du FCC autour de lui à Kingakati pour échanger. De quoi était-il question? Est-ce que c'est un comeback politique pour Joseph Kabila? D'autre part, il y a ceux de l'opposition républicaine qui, eux, pensent qu'il faut participer aux élections parce que c'est constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de faire un sabotage ou c'est dire de ne pas pouvoir aller avec le processus électoral de gens engagés. Qui est-ce que nous recevons pour vous à ces numéros d'Enjeu de l'heure? Nous recevons Maître Eric Biselo Dosimaou, qui est président du parti politique Contrat Social Renouvelé, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Contrat Social Renouvelé, qu'on sort en acronyme. Nous sommes un parti qui se situe volontairement dans une opposition républicaine. Donc, lorsque Tosungana TV nous donne une opportunité de nous exprimer, de donner notre avis, nous devons de vous remercier et de saluer les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. On va commencer par votre parti. Depuis quand vous êtes créé? Où sont vos sièges? C'est quoi exactement votre idéologie? Parce que nous avons beaucoup de partis politiques en République démocratique du Congo. On se dit même, cette prolifération de partis politiques, est-ce la démocratie ou justement de l'anarchie démocratique? Parce que, il faut dire, le titre, c'est Contrat social renouvelé. C'est quoi le contrat social? Comment est-il renouvelé? Si vous pouvez nous en dire plus sur votre parti politique. Merci, parce que il est rare que quand on arrive dans un plateau de télévision, on vous demande la profondeur, c'est-à-dire l'essence même de votre raison d'être. D'abord, on va commencer par une simplicité. Il est vrai que nous avons près de 500 partis politiques. Il est vrai que c'est beaucoup. D'autant plus que la majorité de ces partis politiques est silencieuse. Elle n'agit pas, mais elle interagit, elle parasite le pouvoir, elle parasite le processus démocratique. Par exemple, nous avons vu parfaitement lorsque 500 partis politiques ont donné un chèque à blanc au chef de l'État, sans avoir eu ne serait-ce qu'une discussion sur les 5 prochaines années du projet des chefs de l'État. Ce sont des partis qui n'existent que pour les intérêts de quelques individus afin d'exister. Il est vrai que dans notre cas, le contrat social renouvelé, c'est un appel. Je n'ai fait que répondre à l'appel de ceux qui ont participé avec moi lors des dernières élections à la députation nationale, de ceux qui me fréquentent au quotidien. Ils disent, mais finalement, c'est vrai que vous êtes un acteur politique, c'est vrai que nous vous écoutons, c'est vrai que quand vous nous appelez de rejoindre votre mouvement politique là où vous êtes, nous vous répondons favorablement. Mais vous ne voyez pas l'inégalité de traitement là où vous vous trouvez, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas susceptible de nous aider lorsque le gâteau est servi. Parce que lorsque nous battons pour acquérir le pouvoir et que nous arrivons au pouvoir, il est important que nos membres, nos militants, qu'importe le parti, mais ils soient récompensés. Alors que ce que nous voyons dans les partis traditionnels, c'est l'inégalité dans le traitement. Ce ne sont pas les membres qui sont récompensés,
mais les familles, des tribus, des villages qui sont récompensés. C'est-à-dire que les leaders appellent ceux qui n'ont pas participé au combat, mais parce qu'ils sont de sa lignée, ils les donnent, ils les placent à des postes clés. Dans cet appel que j'ai accepté de répondre, c'est une charge que j'ai favorablement répondu, le contrat social renouvelé. En y répondant d'abord, le contrat social, nous savons ce que c'est que l'exemple nous a été donné par Rousseau. C'est cette marque de confiance qu'il peut y avoir entre les dirigeants et les dirigés. Nous vous donnons le pouvoir afin que vous nous ameniez à un peu plus de bonheur, à des sérénités, à des paix, à la liberté. Mais vous n'avez qu'un mandat. Nous vous avons donné un impérium pour une durée déterminée. Donc, il y a toujours ce fonctionnement par rapport à la politique qui a ce sens-là. Mais au Congo, lorsque les dirigeants arrivent au pouvoir, ils oublient l'essence d'être même de leur raison d'être au pouvoir. Ils oublient qu'ils ont un mandat. Ils se transforment en bourreaux. Ils se transforment en apprentis dictateurs. Ils se transforment en tortionnaires de la population qu'il a mis là. Et donc, nous avons rajouté renouveler. Renouveler, c'est-à-dire que dès le parti politique, nous devons, les leaders au sein du parti, établir établir des paradigmes qui feront qu'une fois arrivé au pouvoir, que quand vous êtes de chez nous, du contrat social renouvelé, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Nous établissons des paramètres qui font en sorte que vous ne vous transformez pas en ogre social, en ogre économique, en voleur économique, voilà, et que vous restiez dans l'essence même du contrat social et que vous respectiez ceux qui vous ont mis là. Ça ne fait pas longtemps que nous existions, nous avons pris nos marques fin de l'année dernière et nous avons eu beaucoup de sympathie, beaucoup de gens qui nous ont rejoints, parce qu'il y a des gens qui sont dans la révolte, ceux qui ont été 20 ans, 30 ans dans l'UDPS, ceux qui ont été au PPRD. Il y a beaucoup de gens qui nous ont montré, montré la sympathie. Mais contrairement aux partis traditionnels, ils ont aussi au début pensé que nous avions quelqu'un derrière nous. Nous avions une main noire qui était là pour nous guider, soit le pouvoir, soit une opposition. Non, nous avions juste des idées, nous l'avions couché sous forme de charte de valeurs du contrat social renouvelé. Et c'est ça qui nous a servi de base pour nous permettre d'avancer. Beaucoup de gens viennent, ils trouvent que nous ne distribuons pas l'argent. Par contre, nous participons à des actes concrets dans les micro-sociétés pour aider un quartier à avoir le courant, c'est que la société, c'est que l'État doit faire. Nous aidons nos compatriotes à avoir la sécurité à travers des actes symboliques, la lumière, un dialogue avec les forces de l'ordre, une mobilisation, une solidarité quotidienne et proche. Et ça, n'importe qui ne peut le faire. Nous n'avons pas des millions. Il est vrai qu'à un moment, peut-être en cours des moyens physiques, en cours de l'argent. Et c'est vrai qu'il y en a qui se découragent. C'est normal parce que faire l'opposition, ce n'est pas une blague, c'est une question de conviction. Et nous sommes dans cette conviction-là que nous sommes un parti politique de fait. C'est-à-dire que nous existons à travers des organes, mais nous n'avons pas encore obtenir j'appelle ça une forme de certification du pouvoir. Et l'autre fait, qui est une forme de combat contre la liberté de créer un parti politique, c'est lorsqu'aujourd'hui, il faut plus de 15 000 $ pour asseoir un parti politique, ne serait-ce qu'administrativement. Et je crois que ça va à l'encontre même de l'idée de la démocratie et des libertés. Et malheureusement, aujourd'hui, dès que quelqu'un est nommé DG, il a l'argent automatiquement de détourner pour créer un parti politique, ou bien lorsqu'on est des accointances avec le parti qui s'assoit au pouvoir, on vous donne l'argent pour créer un parti politique, juste pour créer des ordres, ou bien pour donner un poids. Donc ça veut dire que même, il y a des gens qui ont 2 ou 3 partis politiques installés. Et ça, c'est fait pour parasiter la démocratie, pour parasiter le jeu du pouvoir. C'est là qu'on devrait s'attaquer. S'attaquer d'abord à ceux qui ont 2 ou 3 partis politiques, pour essayer de réduire les partis politiques dans ce pays. Et il y a aussi des secrétaires généraux de facettes, donc qui ne sont même pas, dont le président a déjà un autre parti politique. C'est ça qu'il faut voir. Mais en tout cas, nous restons en termes des idées, en termes des propositions, dans cette perspective où le pouvoir a échoué. C'est pour ça que nous nous situons volontairement dans une opposition républicaine. République parce que nous avons une certaine idée de liberté, une certaine idée d'égalité et de légalité. Et donc, nous pensons que c'est ça qui nous rassemble, qui fait de nous Congolais, État-nation, et nous devons combattre pour préserver ces acquis. Très bien. Dans vos propos, il y a quelques allégations qui nécessitent éclairage pour nos téléspectateurs. Je veux plutôt savoir, vous affirmez qu'on est à plus de 600 partis politiques. Était-il nécessaire que vous créiez à votre tour
un nouveau parti politique, on lit et place d'adhérer dans un parti politique existant. J'étais déjà dans un parti politique existant. Oui, il se trouve qu'il aurait fallu... C'est comme un enfant. Vous mettez un enfant au monde. Lorsque vous apprenez à votre enfant que voler, c'est mal, lorsque vous apprenez à votre enfant à savoir vivre avec ses amis et à respecter les autres, l'enfant grandira et deviendra un citoyen. Mais lorsque vous ne montrez pas ces valeurs-là à votre enfant, il grandira, il sera l'anarchie, le voleur, le menteur, il ne respectera rien. La plupart des partis politiques, c'est ça. C'est que les gens se sont assemblés en principe, selon la loi, pour créer un parti politique. Mais celui qui a l'argent devient un dictateur au sein du parti. Celui qui pratique la langue du chef prodigue un tribalisme exacerbé. Et c'est ça qui fait que tout est faussé. Tout est faussé. Donc c'est pour ça que dans le terme contrat social renouvelé, nous apportons ce que les autres n'ont pas. Si vous regardez la plupart des partis politiques, ils n'existent parce que le leader a de l'argent. Parce qu'il est là, parce qu'il soutient les chefs, parce qu'il a, parce que nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas de soutien, mais on a des idées. Il y a beaucoup parce que de partis qui n'ont pas aussi d'argent. Mais le problème en est que c'est une dizaine dont les leaders sont... La majorité des Congolais, ou des jeunes Congolais, qui ont envie de participer à un processus démocratique à travers les partis politiques, mais se plaignent parce qu'ils disent à quoi je vais sortir dans un parti politique où, malgré mon intelligence, malgré mes moyens, malgré ma bonne volonté, mais une fois au pouvoir, on ne me laisse pas m'exprimer. On me laisse pas montrer de quoi je suis capable. On me met quelqu'un parce qu'il pratique, il pratique la même langue que le chef, à être au-dessus de moi, alors qu'il est incompétent, il est incapable. C'est tout un problème dans notre société. Il y a beaucoup de vergers dans le... Il y a beaucoup de vergers dans le... Frustration, donc. Parce que là, vous dites que... C'est une frustration réelle. Nous avons une société qui est une frustration qu'il faut créer un parti politique, il faut partir d'une idéologie différente de parti existentiel au lieu de partir de frustration. Mais sinon, un jour, on va aussi vous dire que des personnes que vous avez mises, nous ne sommes pas d'accord. Certains aussi vont créer un autre parti politique. Je ne crée pas... éternellement, on aura de partis politiques comme ça en RDC. Déjà, nous ne naissons pas par cause de frustration, mais nous répondons à une frustration. C'est-à-dire que nous sommes un remède face à un mal. C'est-à-dire que nous voulons montrer que faire de la politique autrement, c'est aussi possible. C'est juste une question de volonté. Donc, on écarte tout à fait cette forme. Et d'où je dis que le parti politique, dans la science politique, c'est aussi le lieu d'apprentissage de l'exercice de la chose publique, de la gestion de la chose publique. Alors que là, c'est ce qui se passe, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le parti existe pour exister, il va rejoindre le pouvoir, il recevra l'argent, et c'est comme ça qu'ils existent. Que par le subside du pouvoir, et non même pas de l'État pour lui permettre de pratiquer démocratiquement, de représenter la population. Donc, ce problème-là a fait que nous apportions un remède. Et c'est vrai que tant que nous n'avons pas d'argent, vous croyez que c'est un mini-remède, mais c'est un placebo. Mais nous aurons de l'argent un jour. Nous aurons le pouvoir un jour. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas ça. Nous aurons de l'argent parce que nous aurons forcément des sympathisants, parce que nous serons amenés à grossir, à grandir, parce que nous aurons aussi, s'il y a des gens qui répondent favorablement à notre intelligence, à notre capacité de démontrer que nous sommes capables, et nous donnerons cette opportunité. Donc, avoir de l'argent, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas dire que quand vous aurez le pouvoir, c'est ça ce que vous aurez, c'est en ce moment-là que vous aurez de l'argent. Il n'y a pas que l'argent, le pouvoir. Je suis avocat, attendez. Dans l'entendement collectif, c'est que quand un parti dit « j'ai pas d'argent, j'aurai de l'argent », ça veut dire je ne suis pas au pouvoir, militons, allons-y au pouvoir et on aura de l'argent. Si c'est ça l'entendement, je pense, est-ce que ce n'est pas une manière erronée de voir l'engagement politique dans la mesure où, même quand vous vous engagez, quand vous parlez de frustration de ceux qui n'ont pas été nommés ou qui ont été écartés au profit de ceux qui parlent la langue du chef ou qui ont des affinités avec le chef, c'est que quand un parti politique milite pour une idéologie et prend le pouvoir qu'il prend n'est pas que pour ceux avec qui il a milité. Il travaille cette fois-là pour toute la nation. Et par conséquent, il ne faut pas que ceux qui ont milité privatisent le pouvoir, comme c'est le cas. Il faudra que la gestion du parti soit plus pour l'intérêt général que pour l'intérêt du parti. Maintenant, quand vous dites « on aura de l'argent », ça veut dire quand vous serez au pouvoir ou vous parlez des cotisations du parti. C'est quand même étrange que vous arriviez à une finalité en disant que une fois qu'on arrive au pouvoir, on doit faire le partage, on doit se dédire de tout son combat. C'est-à-dire que je suis socialiste humaniste, je milite pour plus d'humanisme dans la société,
plus de solidarité. Mais une fois arrivé au pouvoir, parce que je ne peux pas l'exercer seul, je dois mettre un peu de capitalisme, je dois mettre un peu, c'est-à-dire mais diluer. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui a fait de moi, ce qui m'a donné l'essence d'être, n'a plus de raison d'être. Donc je suis un faux, je suis un plagiat. Je n'existe qu'à travers la volonté des autres. Alors que non. Quand vous arrivez au sommet, c'est les autres qui doivent vous rejoindre dans votre idéologie. C'est les autres qui doivent vous rejoindre dans votre principe. Vous ne faites pas des concessions. On peut faire des concessions si, par exemple, la situation économique ou sociale du pays l'exige, mais on reste un social-démocrate ou bien on reste un humaniste jusqu'au bout. Et dans ce cas, on met en pratique ces idées. D'où on dit nous, parce que nous devons exister à travers les moyens. Mais les partis, on sait comment obtiennent ces moyens, à travers les cotisations, à travers les legs et les dons. C'est à travers cela. Je suis moi-même avocat. Je pourrais avoir un superbe contrat demain, une affaire, et je m'en sors, et je donnerai à mon parti de l'argent nécessaire pour pouvoir survivre. Parce que cet argent permettra également à ceux qui militent pour le parti d'avoir ne serait-ce qu'un salaire, un travail, ou bien des dédommagements par rapport à ces efforts qu'ils font pour que le parti soit assis. Nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous accompagnent en moment de faiblesse et pourtant les retrouiller. Moi, aujourd'hui, je ne me plains pas, mais j'ai beaucoup de gens derrière moi. J'ai beaucoup de mes militants, j'ai beaucoup de sympathisants qui ne s'en sortent pas, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de quoi vivre par jour. Donc, ils restent là s'asseoir, attendre que le bon Dieu envoie un ange pour les aider. Alors que non. Le bon Dieu a déjà tout donné aux Congolais, a déjà tout donné à la démocratie du Congo. Il nous appartient, à nous, des hommes de bonne conscience, de bonne foi, de faire en sorte que les autres qui n'ont pas cette intelligence, ces capacités, de se retrouver dans la République parce que ce sont des citoyens, ce dont leur appartient également. Très bien, on va passer à autre chose. On va parler processus électoral. Est-ce que votre parti est prêt pour le processus électoral de 2023? Nous sommes prêts en tant que parti républicain, parce que ce n'est pas parce que le pouvoir nous dit « nous allons coûte que coûte aux élections ». Non, c'est parce que les lois de la République l'impriment, l'imposent. Les lois de la République nous disent que non, il y aura élection au bout de 5 ans. Donc, le pouvoir doit se plier. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de jurisprudence Kabila où on doit glisser vers. Il n'y a pas de jurisprudence qui soit incrustée dans la Constitution qui dit qu'il peut y avoir des pourparlers politiques pour repousser les élections. Il y a des faits précis qui sont spécifiés dans la Constitution pour dire dans quel cas la question de l'élection, des élections peuvent être mises à l'écart. Mais à part ça, nous nous préparons parce que le pouvoir est contraint d'organiser les élections. S'il ne le fait pas, il y a l'article 75 qui nous dit 75, qui nous dit en cas de vacances, parce qu'il y a un moment, c'est-à-dire que le pouvoir va être laissé vacant, parce qu'on aura celui qui est censé garantir le bon fonctionnement des institutions. Quand on rappelle que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie, donc il doit organiser les élections. Lorsque les institutions ne fonctionnent pas, c'est lui qui en est censé être le garant, a échoué. Donc l'article 75 prévoit un certain nombre de raisons pour lesquelles il doit être écouté. Qui demande qu'il reste en fonction jusqu'à l'élection de notre Il reste en fonction légalement dans les 5 ans. La durée de mandat présidentiel, tout le monde le connaît, c'est 5 ans. Renouvelé en cas de réélection. Lorsque vous n'êtes pas réélu, lorsqu'il n'y a pas élection, votre mandat s'arrête à 5 ans. Ce n'est pas 5 ans plus glissement. Je ne me souviens pas avoir lu ça dans la Constitution. Ce n'est pas 5 ans plus dialogue intercongolais. Ce n'est pas 5 ans plus... non, c'est 5 ans tout court. Et lorsque les 5 ans sont arrivés, vous n'avez pas organisé les élections, vous avez échoué. La vacance du pouvoir s'impose, c'est-à-dire que vous devez laisser au président du Sénat l'occasion d'organiser les élections dans les délais impartis par la Constitution. Là, il n'y a pas du tout de querelle, il n'y a même pas besoin d'interprétation, c'est une question de bon sens. C'est pour cela que beaucoup de Congolais qui arrivent au pouvoir, sans connaissance, sans maîtrise des textes, pensent qu'ils sont arrivés dans le siège de leurs parents et que c'est une forme d'hérédité qu'ils doivent disposer et que les Congolais sont devenus leurs sujets. Non, vous avez un mandat et la durée du mandat est connue. Respectez la durée du mandat et tout ira bien. Très bien. Vous êtes de l'opposition républicaine, mais l'opposition patriotique. Je veux parler du bloc patriotique. Moïse Katumbi, Fayulu, Matata et Sesanga, qui pensent, eux, que le processus électoral est chaotique. Que la CENI est mise en marche pour faire réélire Félix Tshisekedi et que la Cour constitutionnelle est partie prenante pour cette tricherie et que la loi électorale, la loi sur la répartition des sièges sont là des instruments entre les mains du président actuel pour sa réélection. Et que par conséquent, pour eux, il n'y a pas d'élection possible dans ces conditions-là.
il faudra pour eux revenir, changer les animateurs de la CENI, notamment Kadima qui doit partir parce qu'il n'est pas le profil qu'il faut selon eux. Il faut recommencer avec la nomination de juge à la Cour constitutionnelle, problème qui a fait partie de Mabunda. Il faut en plus revenir sur la loi électorale et enfin sur la loi sur la répartition des sièges. Pour eux, il n'y a pas d'élection. Vous avez vu la prolifération de leurs manifestations, marche du 20 mai, sit-in devant la CENI et plus récemment un meeting les 17 qui a été reporté au 24 prochain. Qu'est-ce que vous de l'opposition, vous reprochez à ceux de l'opposition qui pensent qu'il faut boycotter le processus parce qu'il est chaotique? Nous ne leur reprochons rien. Nous sommes dans un processus démocratique. Il leur appartient dans leur position d'avoir un certain nombre de points de vue et dont nous partageons. Ce n'est pas la loi électorale qui pose problème, mais c'est la loi de répartition des sièges. Parce qu'il y a certaines contrées qui ne sont pas, d'où les Congolais ne sont pas enrôlés, donc on ne connaît pas les nombres. Dans certains lieux, les Congolais ont vidé leur espace de vie naturel. Dans certains lieux, la CENI n'a pas pu avoir accès. Donc, nous comprenons qu'il y a un problème. Et comment la loi de répartition des sièges peut se faire alors qu'il y a indubitablement une partie du territoire national, comme Bunagana, qui nous a amputés, puisque l'État n'exerce pas ses prérogatives étatiques en ces lieux. C'est là, nous rejoignons dans le même combat. Mais toutes les revendications de l'opposition républicaine, dont les 4 leaders que vous nous avez cités, si elles doivent être adoptées, ne justifient pas qu'on repousse les échéances électorales. Non, pas du tout. Non, pas du tout. S'il vous plaît, je veux vous démontrer quelque chose. À présent, l'Assemblée nationale est en vacances parlementaires. Si par magie, je veux dire si par l'impossible, il faut revenir sur la loi électorale. Répartition des sièges, pas la loi électorale. Je reviens. S'il faut revenir sur la loi sur la répartition des sièges, ça veut dire qu'il faut attendre une session parlementaire pour que cette loi soit débattue. Il faut attendre l'audit du fichier électoral. Il faut recommencer. Il faut recommencer l'audit du fichier électoral pour enlever, selon eux, le coin vidé déjà par les populations. Ils estiment qu'on a attribué des sièges alors qu'il n'y a plus personne là-bas. C'est de la tricherie. Il faut réorganiser ça. Il faut recommencer la procédure légistique de la loi, que ça passe à l'Assemblée nationale, que ça parte au Sénat, qu'on recommence la procédure. Pendant quelle session on va le faire? Excusez-moi, il y a des sessions extraordinaires qui peuvent être appelées. Oui. Mais cela dit, on vient sur une chose. Il faut 2 semaines à un cabinet d'audit sérieux pour auditer le fichier électoral. Okay. 2 semaines à peine. C'est-à-dire que même si les députés sont en vacances, si la CENI était indépendante, elle confierait... Vous partez sur des suppositions, parce qu'il faut être... Non, la CENI n'est pas indépendante. Ce n'est pas une supposition. Non, ce n'est pas une supposition. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'avez pas laissé terminer la question. Pourquoi est-ce que la CENI n'est pas indépendante? Ce n'est pas Kadima qui devait se trouver là, au sommet de la CENI. Nous avons vu... Le fait c'est qu'il y est. Comment on fait pour... D'où on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui est biaisé, que nous devons l'accepter comme tel et avancer. Nous l'acceptons parce qu'il y a les textes. Mais cependant, je vous dis une chose. On avait un président de Conseil constitutionnel. Il a fallu quoi d'extraordinaire pour qu'on le déboulonne de là où il était? Qu'est-ce qu'il a fallu d'extraordinaire? Est-ce qu'il a fallu 6 mois, 3 mois? Non, arrêtez. Non, ce sont des prétextes. C'est-à-dire que le pouvoir a déjà démontré quand il s'agit de ses propres intérêts qu'il n'a pas besoin de longs discours. Les 5 représentants normalement de l'opposition au sein de la CENI, il ne faut pas grand-chose. Il faut renvoyer ceux qui sont là et demander à ceux qui veulent de l'opposition réelle d'envoyer ses représentants. Ce n'est pas grand-chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui demanderait... Vous dites que ce n'est pas grand-chose parce que vous êtes peut-être juriste. C'est des droits acquis. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont là, vous leur dites partez parce que l'opposition a dit que vous n'êtes pas... illégitimement. Ce n'est pas... Écoutez, vous allez voler quelque chose chez quelqu'un, vous sortez avec, vous dites c'est à moi. Est-ce qu'on n'a pas fait appel à l'opposition? Non. L'opposition a refusé d'envoyer ses délégués. Oui, légitimement, et ça ne vous donne pas le droit de prendre sa place. Ça ne vous donne pas le droit. Je ne veux pas défendre ceux qui l'ont pris. Vous le défendez, mais ce n'est pas grave, c'est normal, je vous comprends. Les scénarios qui se présenteraient, les scénarios et celui d'une opposition divisée. Parce que ceux qui ont délégué ces gens-là, c'est prétendent de l'opposition. Alors, aujourd'hui, nous avons une opposition tenue par Fayoulou et sa bande. Nous avons une opposition Joseph Kabila et l'FCC. Nous avons votre opposition républicaine. Nous avons l'opposition d'Adolphe Mouzito. Quand il faut correspondre avec un opposant et qu'il y a une frange d'opposants qui répondent à la marche du pouvoir, est-ce que ça n'engage pas toute l'opposition? Et dans la mesure où ça n'engage pas toute l'opposition, comment seule l'opposition qui reste
revendiquent la même chose pour lesquelles une certaine partie de l'opposition a fait il y a un poids dans l'Assemblée nationale, c'est une question de représentativité. Nous reconnaissons que nous sommes... L'Assemblée nationale, je vous informe, vous le savez comme moi, que pour la loi sur la répartition des chaises, le FCC a quitté l'hémicycle. Et même au Sénat, quand il quitte l'hémicycle pour discuter sur la loi sur la répartition des chaises, il cherche quel circuit pour discuter de cette loi-là. D'ailleurs, c'est bien, vous ouvrez une autre fenêtre. Vous en avez ouvert des fenêtres, mais vous ne me laissez pas les refermer. Je vous laisse refermer toutes les fenêtres. Je crois savoir, à travers les porte-paroles de Joseph Kabila, qui ne sont pas dans l'opposition, mais dans la résistance. Chaque mot a son sens. Ils ne sont pas en train de revendiquer. Nous avons des textes. Est-ce que dans nos textes, il y a un texte qui consacre les statuts de résistance? Je parle d'état, c'est une question d'état d'esprit. On a des textes. Hein. Non, c'est une question d'état d'esprit. On a l'opposition et la majorité parlementaire. C'est une question d'état d'esprit. Un résistant est stoïque. Un résistant mène un combat sur du long terme, sur des valeurs et attend la libération. C'est une question de terminologie et d'état d'esprit. Une opposition actuelle est en train de combattre avec les textes et les règles, mais alors que l'opposant a une résistance attend son moment. Je vous disais, la manière dont on choisit les représentants de l'opposition au sein de la CENI est connue, parce qu'on regarde quelle opposition, parce que toutes les 500 députés n'appartiennent pas à la majorité. Donc du coup, il y a une frange de l'opposition. C'est cette opposition-là qui doit être représentée. Nous, par exemple, c'est vrai que vous êtes en train d'ouvrir plusieurs fronts. Nous, par exemple, dans la position républicaine, nous avons, comme certains partis et certains alliés, c'est-à-dire ACER et d'autres partenaires dans une alliance, demandé et supplié, lancé un appel pathétique à Dr Denis Mukwege de représenter cette frange de la population qui est restée sans voix, de cette majorité des Congolais qui restent sans voix. Donc nous sommes là-dessus avec des principes et des visions de celui qu'on veut qui représente réellement, qui représenterait idéalement notre nation. Donc Denis Mukwege. Donc quand nous regardons... Président de la CENI? Président de la République. Président de la République. C'est votre candidat, c'est ça? C'est celui dont nous lançons l'appel pathétique, oui. C'est un appel républicain que nous lançons, qui répond favorablement à cet appel, qui rejoint ce combat politique, parce que la politique s'occupe de lui en permanence. Mais c'est à lui de venir soigner... C'est à lui de la RDC. Ou vous confondez le prix Nobel et la politique? Excusez-moi, mais vous considérez que Félix Tshisekedi est un politicien? C'est pas vous. Non, mais vous m'avez posé la question. Peut-être vous devez avoir une référence de ce qui... Pourquoi vous parlez de Félix? Parce que moi, je n'ai pas dit... Parce que c'est le président actuel. Ben, je vais revenir. Est-ce que Joseph Kabila, quand il était arrivé au pouvoir, c'était le président dont vous parlez? Je veux revenir. Est-ce que Mobutu, quand il était au pouvoir, il était le président dont vous me parlez? Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que Denis Mukwege, il a tous les atouts. Pour de simples raisons qu'en termes de gestion de ce qu'il a déjà, il a démontré que ce n'est pas quelqu'un qui est avide du pouvoir ni de l'argent. C'est quelqu'un qui aime le Congolais. Parce qu'il y en a qui ont la passion du Congo, mais ils n'ont pas la passion des Congolais. C'est-à-dire que le Congo les intéresse à travers ses richesses, ses entreprises, ses minerais, ses sous-sols. Mais les Congolais, dans leur état, ils ne les intéressent pas. Les Congolais peuvent être pauvres. Nous avons vu à travers Denis Mukwege quelqu'un qui a la passion des Congolais, qui est capable de sacrifier toute sa richesse pour construire des hôpitaux, pour restaurer des âmes blessées, pour restaurer la dignité humaine. Et il n'a pas qu'un prix Nobel de la paix, il a plus d'une vingtaine de prix sortis des universités, des intellectuels, pas seulement des occidentaux du pouvoir dont certains veulent nous faire manipuler, faire croire. Non. Voilà quelqu'un qui a un souci des Congolais dans leur pays et qui a un souci de justice. Et ce n'est pas ce que j'ai vu. Ceux qui sont actuellement là, leur seul souci, c'est le pouvoir et c'est le Congo. Et nous avons vu que non, il y a un problème. C'est le Congolais qui doit passer avant le Congo. C'est le Congolais, ce n'est pas le Congo. Et c'est là le problème. Donc, en termes de paradigme, nous avons voulu croire que donner de l'espoir à la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, de vous dire, allez à l'école, réussissez votre étude, devenez quelqu'un à travers un métier et vous aurez la chance de devenir président de la République. C'est normal. On ne va pas vous dire, engagez-vous dans la politique à 20 ans, parce que votre père a fait un an, vous allez devenir président de la République. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une monarchie. Vous n'avez pas hérité de la République. C'est un combat des idées, c'est un combat des valeurs. C'est lui qui est le plus méritant, il y arrive. Non pas à travers des transactions avant d'arriver au pouvoir. Non, la seule transaction qu'il y a avant d'arriver au pouvoir, c'est la légitimité qui découle de la population. C'est-à-dire un référendum ou bien le vote des Congolais. C'est le seul consensus que nous pouvons accepter. Tous ces accords en aparté avec ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui placent déjà, nous ne les considérons nuls et sans effet. Donc nous croyons que Denis Mukwege, parmi les personnalités
qui représente valablement la République démocratique du Congo est la personne le plus à même de défendre notre idéologie et nos principes. Et je pense même que ce qui est fou, c'est qu'on ne puisse pas le voir. Et que je vois certains ignorants, certains, permettez-moi d'être violent, idiots, se permettent de s'adresser à cet homme-là en l'insultant. En l'insultant. Cet homme-là qui a donné de sa vie, de son argent, pour aider des gens qu'il ne connaît pas. Et c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais fait. Malgré leur argent, n'ont jamais fait. Quand ils le font, c'est pour le seul intérêt d'être réélu ou bien de se maintenir au pouvoir. L'amour doit d'abord primer au-dessus des intérêts. Donc nous croyons que le combat mené par le bloc patriotique est digne parce que c'est démocratique. C'est leur droit, c'est leur légitimité. Et moi, je crois que le pouvoir doit s'ouvrir et respecter les termes de référence qui est la Constitution de la République. Et que le pouvoir ne doit pas s'entêter. Et je rappelle en outre que Denis Kadima était parti en Europe pour chercher 500 millions de dollars parce que la CENI, le pouvoir a 6 mois d'arriéré à verser à la CENI, il n'a pas encore versé. C'est-à-dire que de toute façon, soit nous préférons des élections chaotiques dans le seul but d'avoir du dialogue, ce qui est anticonstitutionnel, qui pour moi est une forme de trahison, de haute trahison, soit on nous prépare à une élection tricherie nationale préparée, et donc nous devons rejoindre le bloc patriotique pour dire que les idées qui sortent sont pas mal, notamment l'affichage devant les bureaux de vote des votants et peut-être des candidats. Le FCC qui se réveille avec la rencontre avec Joseph Kabila, est-ce qu'on peut s'entendre à un retour de Joseph Kabila sur la scène politique, à vos analyses? Joseph Kabila est sénateur à vie. Donc, il a toujours été dans la politique de la République démocratique du Congo. Pas la politique active, il faut dire. Cette réunion, il fallait attendre 2 ans après. Pour oui, mais vous l'avez dit, sa formation politique est toujours vivante. Elle a boycotté, des députés ont boycotté la loi électorale, les répartitions des sièges. Donc, c'est une dynamique. Je me souviens avoir vu PPRD manifester auprès de la MOUC et de SID. Je me souviens. Donc, ce n'est pas parce que lui, il ne s'exprime pas qu'on doit considérer que son parti est morte ou bien n'existe pas. Donc, je crois qu'il est de bonne loi, il est normal que nous ayons des opinions diverses pour voir est-ce que nous pouvons faire autrement pour soigner cette République. Je ne juge pas le président Joseph Kabila, mais je crois que simplement, il a démontré ses insuffisances et ses limites. C'est pour ça qu'il a laissé le pouvoir. Donc, je vois mal comment les Congolais supporteront de nouveau de remettre au pouvoir ceux qui n'ont pas la passion pour eux, mais ceux qui ont la passion de cette République, toujours pour les plus forts, toujours pour les plus riches, toujours pour les enfants d'eux. C'est ça qui pose problème. Donc, selon vous, Joseph Kabila n'a plus de moyens de revenir comme candidat président de la République. Nous sommes dans une démocratie. Pensent que Tshisekedi devrait partir et que Kabila devrait revenir. Vous savez ce que nous en prend en sciences politiques? Une petite modestie, c'est-à-dire ce que le peuple veut aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il voudra demain. Donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de notre population à être amnésique, ni même à vouloir quelque chose. C'est son droit le plus légitime. Et lorsqu'il dit, même s'il remet Joseph Kabila au bout du jour, il faudra l'accepter. C'est la démocratie. Donc, mais constitutionnellement, est-ce que c'est encore possible qu'un président qui a fait 2 mandats... Il n'y a pas de texte qui l'interdit. Il n'y a aucun texte. Vous êtes donc de ceux qui le pensent texte que interdit un 3e mandat. Le texte... Successivement. Mais n'interdit pas un 3e mandat après avoir eu une rupture au pouvoir. La question qui se poserait, c'est une question de est-ce qu'un sénateur à vie peut devenir président de la République? C'est la seule question juridique qui peut se poser. C'est la seule question juridique. Est-ce qu'on peut être sénateur à vie? Est-ce qu'on peut se débarrasser de l'habit du sénateur à vie pour être un candidat? Parce qu'on ne peut pas être sénateur et être un candidat à la République en même temps. C'est la seule question juridique. Mais à part ça, il ne faudrait pas interpréter, dire autre chose que ce que le texte dit. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Donc, il ne dit pas qu'il ne pourra pas se représenter au bout de 10 ans, 15 ans. À aucun moment de la Constitution, il est question de l'ancien président de la République qui ne peut plus se représenter, ni de nouveau prétendre à la magistrature suprême. Nous allons prendre un autre volet pour chuter avec notre émission. Vous avez plusieurs fois répété que le pouvoir en place a échoué. Et que c'est très impérieux qu'il y ait un remplacement pour donner un nouveau souffle à notre pays. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi a échoué? Il a échoué parce qu'il n'a pas su d'abord appliquer la vision qui était le combat de l'UDPS,
le combat dont l'ensemble des Congolais avaient partagé. Lesquels? C'est-à-dire la démocratie, le peuple qui sort de la pauvreté, le peuple qui vit dignement, un état de droit. Il a échoué. Cela le démontre. On n'est pas dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit. Ben, certains Congolais pensent que les arrestations de Caméré, de François Ce n'est pas Biya, parce qu'il y a un désordre que vous appelez ça un état de droit. C'est un désordre. Non, c'est le fait qu'ils ont répondu à la, non, c'est un désordre. Et qu'ils n'ont pas été au-dessus de la loi malgré tout. Non. Vous savez, une justice pressante, ou bien on garde à vous commet beaucoup de bévues et des erreurs. Je ne sais pas comment vous allez interpréter, par exemple, vous m'avez donné l'exemple des Camerounais. Comment vous allez interpréter le cas de Caméré qui a été arrêté, qui a été mis dans une maison d'arrêt, condamné, dont l'appel a innocenté, totalement, mais dont l'argent, on n'a jamais trouvé. Aujourd'hui, il est réhabilité. Quelle est sa situation? Est-ce qu'il doit se dire, cette justice m'a porté préjudice, donc je demande réparation, parce que c'est un citoyen congolais, il a le droit, ou bien de dire, le Congolais légitimement, de dire finalement, ce n'est que les affaires, les pouvoirs qui dominent. Quand on est fort politiquement, on peut se sortir de tous les lots. Pourquoi je dis cela? Lorsque ceux qui pensent différemment du pouvoir sont condamnés, non, d'ailleurs, quand ils sont interpellés, on les envoie vite en prison et ils finissent leur peine de prison. Pas ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, la justice, quand vous savez que chez nous, la Constitution, la liberté de règle, la détention est une exception. Mais lorsqu'on arrive à mettre un ministre en exercice en détention, ce n'est pas peu de choses. Donc on se dit que c'est acquis. Mais lorsque le ministre est relâché et innocenté, on se pose un problème. Est-ce que le pouvoir, est-ce que la justice fonctionne? La décharge. Non. La justice, ce n'est pas que les condamnations, c'est aussi les acquittements aussi. Mais nous aurions voulu attendre la même chose de ceux qui pensent différemment du pouvoir. Non, c'est une justice qui est malade. D'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce que vous partez dans les maisons d'arrêt actuellement? Est-ce que vous savez combien de Congolais sont là-bas, enfermés depuis des mois et des années, sans jugement, sans savoir pourquoi ils sont là-bas? Ça aurait été commencé par là, un état de droit. Libérer ceux qui sont enfermés injustement, voir les cas par cas et rester, ceux qui ont violé la loi, mais ils soient réellement retenus. Mais nous aurions aussi voulu que la justice ait des moyens de l'indépendance de la justice. Elle n'a pas les moyens. Donc, je vous dis, en cela, la justice a échoué. Ce n'est pas... Lui-même, il a dit, le chef de l'État nous amène vers un état de droit. Donc, c'est un chemin, nous ne sommes pas encore parvenus. Ceux qui sont au pouvoir peuvent penser ce qu'ils veulent, ils ont leur propre interprétation de l'état de droit. Nous avons ce que la Constitution nous dit et les règles de droit nous disent. En outre, socialement, le chef de l'État nous disait il n'y a pas si longtemps, 4 ans à peine, qu'il allait sortir de 20 millions de Congolais de la pauvreté. Aujourd'hui, les estimations disent qu'on est 40 millions de Congolais dans la pauvreté. 30% qui meurent de faim. Mais en insécurité alimentaire, 30% des Congolais, insécurité alimentaire. Je ne sais pas en quoi vous pouvez dire que c'est une réussite sociale. Avançons. Les routes. On va dire que la gestion de la ville de Kinshasa, ce n'est pas de son domaine, malgré qu'il ait un pouvoir à travers les ordonnances de nommer les gouverneurs. Par exemple, la ville de Kinshasa, 3800 km de route à faire, ils en ont fait 700, ils se tapent dans les mains et disent on a réussi. Vous imaginez, 20%, ça veut dire que vous, si vous pouvez réussir votre diplôme à 20%, vous voyez dans quel pays nous sommes et dans quelle république ça nous promet. En outre, militairement, nous sommes en insécurité permanente. Il y a l'insécurité, il y a quand même une chose, nous sommes dans un état de guerre, dans un fait de guerre. C'est un fait concret, mais l'État ne veut pas le dire. Le pouvoir ne veut pas le dire. Il emploie le terme insécurité. Ok, c'est insécurité militaire, insécurité organisée, insécurité qui est capable de massacrer des villages dans le Congo central, on coupe les têtes des gens et puis on n'arrête pas des gens. Insécurité où Kinshasa est menacé par des individus dont on n'arrive pas à identifier la motivation et l'État n'arrive pas à y répondre. Insécurité à l'Est où les Congolais meurent tous les jours. Le jour d'anniversaire du chef d'État, c'est également le jour où, un an jour pour jour, Bounagan a été pris. 40 Congolais ont été assassinés à l'Est. Est-ce qu'on en a parlé? Non. Ici, on festoie, on se tape sur les mains. Bravo, Ouméla au pouvoir. C'est une honte. C'est une honte. On ne dit pas, il faudra arrêter avec la rhétorique, non. Oui, c'est un être humain, il peut fêter. Mais cela n'empêche pas un minimum de pudeur, un minimum de compassion. Ça n'empêche pas. Pourquoi est-ce qu'elle montre au monde que vous avez réussi alors que nous souffrons? Continuons. Dans la transparence de la gestion des affaires, nous savons aujourd'hui que les chefs d'État gagnent 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars, c'est-à-dire 30%, ce qui vient à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, 680 000 dollars par mois. Donc, on ne veut pas lui donner, mais le président qui en fonction gagne 2 millions de dollars par mois. Nous savons que les institutions de la République prennent 80% du budget de l'État. Mais
En quoi est-ce qu'on a soulagé les caisses de l'État de ces hommes et femmes qui sont en train de devenir des mammouths sans avoir justifié qu'ils sont de bons gestionnaires de l'État? Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, les frais scolarités, les frais universitaires, académiques augmentent. Ça n'empêche pas aujourd'hui qu'on n'arrive pas à payer certains fonctionnaires. Les médecins sont en grève. Ça n'empêche pas aujourd'hui que les transports en commun posent toujours problème. Toujours problème. Avant, on avait au moins Kimbuta nous avait donné un semblant des bus de Kinshasa. Aujourd'hui, on n'en a pas. Et là, on parle de Kinshasa. Kassa, il n'y a pas de route. Il n'y a même pas de route qui relie Kananga à Mbujimaï. Il n'y a même pas de... Voilà, ce sont des réalités où on dit que malgré l'embellissement qu'on veut nous montrer, c'est un échec par rapport à ses propres convictions, par rapport à ses propres envies. Maintenant, si le chef d'État veut se contredire, libre à lui. Nous prenons en défi ce qu'il a dit. Nous avons constaté que ce que vous avez promis, vous êtes à ce jour incapable de le réaliser. Donc, vous avez échoué. La dignité veut que vous dites, non, je ne peux pas rempiler, parce que vous avez dit, si la sécurité est perdue dans l'Est, c'est que j'ai échoué dans mon mandat. Vous avez échoué, rendez le tablier, laissez à celui qui peut nous donner de l'espoir le droit de s'asseoir et de penser autrement et de faire autrement. D'autant plus que ceux que vous avez rappelés aux côtés de vous, c'est ceux qui ont déjà été dans l'exercice hier, qui avaient lamentablement échoué, qui avaient été vomis par le peuple congolais. Donc le pouvoir a échoué. Est-ce que vous ne pensez pas que l'ensemble de questions que vous évoquez, des secteurs que vous touchez, demandent bien plus que 5 ans pour régler ces questions-là et soulager le mal? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans juste, toutes ces questions ici évoquées pouvaient trouver solution? Vous avez mis le doigt là où il le faut. En principe, et la vérité veut qu'on dise, en 5 ans, ce n'est pas possible. C'est là que le chef d'État doit se mettre dans sa tête que je ne viens pas pour durer 20 ans. Je n'ai que 5 ans. Je choisis des priorités sur lesquelles je dois travailler et je me concentre. Là, quand je réussis dans ce secteur, je redemande à ce qu'on me fasse de nouveau confiance pour les 5 prochaines années à venir dans d'autres secteurs. Or, nous avons vu le pouvoir arriver et tâtonner. Le projet des 100 premiers jours au pouvoir, ça sort des placards de la Kabylie, des gens qui étaient là avec Kabila. Ça ne sort pas du pouvoir. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas pensé quoi proposer à la République démocratique du Congo et aux Congolais. Mais cela dit, c'est ça qui est encore plus inquiétant. Ceux qui sont au pouvoir imaginent que parce qu'ils ont échoué, ils vont obtenir par le forcing de nouveau 5 ans et changer la constitution pour rester X temps au pouvoir. Nous sommes vigilants, nous répondrons que ça s'appelle de la haute trahison à l'égard du peuple congolais. Il faut faire très attention. Si Kabila est parti un homme intelligent et que les Congolais l'ont laissé aller se reposer, ce n'est pas parce qu'il nous a pris par le forcing, par la force. Mais à un moment, il a su comprendre que je ne peux plus continuer. Et que le pouvoir actuel comprenne que les Congolais d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ils sont impatients et ils n'ont aucune raison d'attendre que vous deveniez des millionnaires, alors qu'eux, ils s'appauvrissent, ils meurent au quotidien de la faim, de la famine, de la guerre, de l'insécurité, d'une violence urbaine incroyable. Non, on n'a aucune raison de supporter cela. Il n'y a pas que la République de Gombe qui doit compter, c'est la République démocratique du Congo dans son entièreté et dans ses frontières qui doivent compter. Et c'est ça. Donc l'idée de mettre dans la tête de nos dirigeants qui ont 5 ans, c'est dire également que dans les 5 ans, si vous ne pouvez pas, vous voyez que le combat est trop lourd pour vous, ayez au moins de l'intelligence de dire que non, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, être un grand chef de l'État, c'est aussi être capable de reconnaître que ce combat, je fais ce que j'avais à faire et je renonce. Moi, j'avais pensé légitimement, lorsque Félix il est arrivé au pouvoir, et je disais à mes amis de UDPS, vous savez, le chef de l'État ne pourra pas tout faire, mais je serai éternellement reconnaissant s'il pouvait, pendant ces 5 ans, renforcer les institutions, faire en sorte que la Constitution soit appliquée comme il se doit, c'est-à-dire par la force des choses, le pouvoir est au pouvoir, que les pouvoirs soient bien partagés, que ceux qui sont au pouvoir craignent la justice, que ceux qui viennent pour voler craignent l'état de droit. L'IGF ne fait pas ce travail-là? Non, l'IGF n'arrête personne. L'IGF ne condamne personne. L'IGF est même en train de se plaindre. Vous avez vu le dernier rapport, il dit nous faisons un travail alimenté, bien composé, avec un dossier bien fourni, nous remettons à la justice relâche. Donc vous comprenez que la politique, quand elle s'en mêle, il dit touchez pas à mes amis. La justice relâche. Voilà, l'IGF a été créé sous Mobutu. On l'utilise quand ça nous semble bon, mais la vérité est qu'aujourd'hui, l'IGF commence même à gêner le pouvoir. Surtout quand il s'attaque à vos amis du pouvoir. Et ça pose un problème.
Donc, il faudrait que nous ayons, nous, la population congolaise, le devoir, surtout nous qui avons la science, de rester en sentinelle pour défendre les intérêts du peuple congolais, pour défendre la maman qui vend le pain du matin au soir et qui envoie ses enfants à l'université avec l'argent du pain, parce qu'il n'a pas le temps de comprendre les nuances du pouvoir et ni ce qui se joue souvent. Nous avons le droit et le devoir de défendre des receveurs. Nous avons le droit et le devoir de défendre des pousse-pousseurs. Les gens qui travaillent dans les champs, qui ont le dos harassé parce qu'ils doivent retourner la terre et manger à la sueur de leur front, et ces gens-là, ils ont aussi le droit d'espérer quelque chose de positif dans ce pays. Un peu d'égalité, un peu de justice, un peu de soins de santé gratuits. Très bien, ça en est fini aujourd'hui avec Maître Eric. Nous avons échangé sur les différentes questions qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez été éclairés et que vos questions ont trouvé réponse. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir. Merci.